parcours, ouais, sur les parcours dans le logement, parcours résidentiel. Voilà, donc aujourd'hui, on démarre à 8h30. Anissa, tu nous rappelles dans quel contexte on est? Je ne vois pas passer. Tu peux passer la diapo sur l'ensemble du séminaire? Voilà. Voilà, donc on est aujourd'hui au deuxième webinaire. Je ne vous les détaille pas, vous les avez eus dans le programme et vous les aurez, vous pouvez les retrouver à la suite avec, je rappelle quand même, un temps fort le 1er février qui sera cette fois-ci une matinée d'information et de débat en présentiel. Au dernier pointage d'hier, il restait quelques places pour s'inscrire. On a absolument besoin que vous vous inscriviez. Et puis, je le referai peut-être en fin de parcours, mais je risque de l'oublier. Donc, je rappelle en même temps, parce qu'on est dans un contexte un peu particulier, qu'un Toit pour tous, avec un tas d'autres associations, appelle à la manifestation du 21 janvier contre la loi sur l'immigration, manifestation qui démarrera à 14 heures de la place Félix Poula. Voilà. Sur le déroulement matériel du webinaire, les consignes classiques, donc tu peux nous les envoyer, Anissa, que vous connaissez. On aura un petit temps de débat à la fin de l'ensemble des interventions, donc on va avoir un déroulé, une information pourra peut-être vous paraître assez longue, mais je pense qu'elle est intéressante, donc on l'a voulu comme ça. Et on aura un moment de débat, une dizaine de minutes de débat en fin de séminaire. Donc vous pouvez poser vos questions, ça sera le plus simple, et éventuellement activer le lever la main, mais ça, ce sera en fin de séance parce qu'on ne va pas intervenir systématiquement. On essaiera de regrouper les questions et de donner le plus d'informations possible. Voilà, donc aujourd'hui, dans ce webinaire, vous allez avoir l'intervention de Delphine Trossé, directrice des ventes et syndic à la SDH. Nous aurons à la suite, c'est pas tout à fait le même ordre, mais c'est pas grave, une intervention de Virginie Tardieu de AIH avec un support de la ville de Crolles sur une opération BRS qui a été réalisée à cet endroit-là. Michael Mollet de la CAPV, directeur de l'habitat au Pays Voironnais, sur l'évolution et comment se prépare le futur PLH, et une intervention de Rémi Vincent de l'EPFL du Dauphiné, basé à Grenoble. Voilà, on va lancer tout de suite le sujet et c'est Delphine Trossé, pardon, qui démarre. À toi, Delphine. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un dispositif assez récent qui est le bail réel solidaire, un outil permettant à un plus grand nombre d'accéder à la propriété. Cet outil, il a été mis en place pour vraiment donner accès à un nombre plus important d'acquéreurs et toucher les locataires du parc social. Je vais te laisser, Anissa, juste mettre la slide. Donc, le BRS, qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre les grands principes du bail réel solidaire et de l'organisme foncier solidaire. L'agrément EFS a vu le jour en 2014 avec la loi Allure. Et l'OFS, l'organisme foncier solidaire, est une structure à but non lucratif. Donc, l'objectif principal est vraiment d'acquérir des terrains ou des immeubles en vente dans le neuf, dans l'ancien, en réhabilitation, d'acquérir des biens pour les mettre en bail de 18 à 99 ans. Et la loi Elan permet aux organismes HLM de solliciter directement l'agrément. Donc, on a plusieurs organismes fonciers solidaires. On a des organismes fonciers solidaires avec des organismes HLM et on a aussi des organismes fonciers solidaires opérateurs qui sont des structures juridiques à part. Quel est le rôle de l'organisme foncier solidaire? Il est vraiment d'assumer le prix d'acquisition du terrain, c'est-à-dire que dans les bilans opérationnels, on va avoir une partie prix de revient et une partie foncière.
Et l'organisme foncier solidaire va être garant d'appliquer une redevance aux ménages. Une redevance, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, qui va être comprise entre, en tout cas pour la SDH, entre 0,8 centimes d'euros par mètre carré habitable et 1,50 euros. Et donc le ménage, on dit qu'on dissocie le foncier du bâti. Pour être plus précise, le ménage achète des droits réels sur le logement et qui correspondent au coût de construction, aux honoraires du logement. Et l'organisme foncier solidaire, j'insiste parce que c'est bien le sujet de ce webinaire, il va garantir la dimension sociale du dispositif sur le long terme. C'est-à-dire que avant on a toujours la location accession ou l'accession sociale classique. Mais dès la première revente, on avait un vrai sujet sur la spéculation du logement. Le logement repartait dans le secteur privé. Aujourd'hui, avec l'organisme foncier solidaire, enfin avec le BRS, le logement reste dans l'accession sociale. Et donc, je vous ai mis un petit schéma pour vous expliquer le dispositif du bail réel solidaire. Donc, ce que je vous ai dit, hein, l'organisme foncier solidaire fait l'acquisition du terrain, donc que ça soit un organisme foncier solidaire, structure juridique à part ou l'organisme HLM. On va édifier pour la vente de neuf une construction sur ce terrain. Les ménages achètent des droits réels sur leur logement. Et après, ils payent à la livraison une redevance à l'organisme foncier solidaire. Et par la suite, ils ont bien sûr possibilité de revendre leur logement avec une plus-value limitée sous le contrôle de l'organisme solidaire. Et ils vont devoir trouver des acquéreurs qui sont bien dans les plafonds de ressources de l'accession sociale. Donc, on garantit bien la pérennité du logement dans l'accession sociale. Je vous ai remis un autre schéma qui explique à peu près la même chose, mais en plus détaillé. Et donc vraiment, on est on montre que l'organisme foncier solidaire est vraiment dans la sécurisation de la commercialisation du logement et assure la revente et le contrôle lors de la revente. Je vous ai mis quelques chiffres. Donc, sur l'ensemble des bailleurs, les chiffres que j'ai pu récupérer, les livraisons en 2022 en bail réel solidaire, c'est 23 logements à Crolles et 4 logements à Saint-Martin-d'Hères. Et dans les projections, pour le moment, c'est plus de 150 logements à livrer entre 2023 et 2025. Donc, on voit que le dispositif est réellement en train de se développer. Pour la SDH, les chiffres d'aujourd'hui, on avait 36 logements en commercialisation en 2022, donc à Villarbonneau. On en avait 271 en 2023 et on en a 300 logements supplémentaires sur 2024. Et sur la vente de bail réel solidaire en vente HLM, on a 3 programmes en cours, soit 60 logements. Donc, on voit vraiment l'évolution de ce dispositif et l'utilité, en tout cas, de ce dispositif. Aujourd'hui, ça représente 80% de notre production. On fait quasiment plus de location-accession et d'accession sociale classique. Donc, on le voit, vous avez sûrement entendu parler de l'augmentation des plafonds. Donc, je voulais juste rappeler les plafonds en 2023. Ça, c'est les plafonds. Donc, il y avait de zonage B et C qui étaient les mêmes. Donc, on était à 26 921 pour une personne, 35 899 et pour 2 personnes. Et l'État, le gouvernement a décidé l'année dernière d'augmenter ces plafonds. Et ce qui sont une augmentation conséquente puisque c'est une augmentation des plafonds entre 45 et 80% pour le zonage B1. Donc, ils ont dissocié les zones B1 et B2C. Et pour la zone B2 et C, c'est une augmentation de 25 et 40% de ces plafonds. Alors, pourquoi l'augmentation de ces plafonds? Enfin, une des raisons principales, c'est qu'aujourd'hui, on a des primo-accédants avec des revenus un peu plus élevés qui ne peuvent plus acheter dans le secteur privé. Donc là, on a vraiment une forte augmentation des plafonds, ce qui nous a, on le ressent dès janvier, donné une clientèle supplémentaire qui n'avait absolument pas accès au bail réel solidaire.
Et sur les plafonds de prix de vente, on est sur la zone B1 à un maximum de plafond de prix à 3 605 € hors taxe par mètre carré de surface habitable. Alors, bien évidemment, le bail réel solidaire reste un dispositif pour du logement abordable, voire très abordable, et on n'est largement pas à ce maximum de plafond. C'est un plafond national qu'on ne respecte, on est bien en dessous. Le prix moyen actuel de l'ensemble de nos BRS, on est entre 2 700 € du mètre carré, prix moyen. Donc on peut, quand on construit en BRS sur certaines communes, on peut être un peu plus élevé, mais c'est 2 700 € du mètre carré TTC habitable. Donc on est largement en dessous des plafonds de prix nationaux. Je vous ai mis quelques exemples. En accession 9 on peut être sur une commune en zone B1, on est à 3 200 € du mètre carré TTC habitable. En accession sociale, on aurait été à 3 000 € compte tenu des coûts de construction et des prix du foncier. En PSLA, j'aurais été entre 2007 et 2008. Et avec le dispositif du bail réel solidaire, on est à 2 400 € TTC du mètre carré. Et dans le prix de l'ancien sur cette commune était de 1 800 € à 2 200 €. Donc on voit vraiment le gap l'intérêt du bail réel solidaire avec une redevance redevance foncière en fonction du terrain et du lieu entre 8 centimes et 1,50 €. Je vous ai remis plusieurs exemples. Pareil, sur un prix de vente de 300 000 € dans l'accession classique et 200, alors je vois juste pas le prix, hop, pardon, 235 000 € en BRS, on a un gain d'une économie estimative avec des taux de 4-5% sur 25 ans de 660 € par mois. Donc, il y a un vrai intérêt, en tout cas, pour les clients. Et on voit vraiment que le dispositif permet à un primo-accédant d'accéder à un logement sur sa commune. Ce qu'on constate, c'est que les clients quand on fait un programme sur Villars-Bonneau, sur La Tronche ou sur Claye, ce sont des gens qui soit habitent sur la commune, soit travaillent sur la commune. Ce qu'on n'arrivait pas du tout à avoir comme public, enfin beaucoup moins quand on faisait de l'allocation accession et de l'accession sociale classique. Donc juste rappel des avantages du bail réel solidaire pour les clients, c'est bien sûr une TVA réduite. Comme on l'a vu, ce sont des prix inférieurs de 20 à 30%, voire sur certaines communes jusqu'à 50%. Nous, on est à 50% sur des communes de montagne, sur l'Alpe d'Huez par exemple. Un coût de crédit plus faible, malgré des taux qui augmentent. On constate aussi une acquisition d'une pièce supplémentaire, c'est-à-dire des clients qui pouvaient acheter un T2 peuvent acheter un T3 en bail réel solidaire. Bien sûr, l'accès au PTZ et une plus-value, comme je l'ai dit tout à l'heure, encadrée avec une sécurisation de l'acquéreur grâce aux garanties de l'accession, donc garantie de revente, relogement et rachat. Donc une totale sécurisation de leur parcours résidentiel. Et si demain ils revendent leur logement qu'ils n'arrivent pas à revendre, l'organisme solidaire peut leur racheter le logement. Donc eux, ils sont vraiment sécurisés tout au long de leur parcours. Quelques chiffres, enfin les chiffres de la SDH, pour nous, c'est 90% de primo-accédants et plus de 60% qui sont locataires du parc social. Donc c'est un chiffre qui est assez important, donc on est vraiment dans la cible du logement abordable et du parcours résidentiel. Et pour ce que j'ai dit tout à l'heure, les acquérants en BRH achètent principalement sur leur commune d'habitation ou proche de leur lieu de travail. Et ça, pour nous, c'est vraiment un plus et un vrai argument vis-à-vis des collectivités. Et une clientèle aussi qui se projette sur une occupation beaucoup plus longue, puisqu'on a vraiment beaucoup de questions sur la revente.
Et on a, pour avoir fait des visites cloison lundi, ce sont des gens qui se sentent plus engagés. Ça, c'est vraiment les nouveaux retours que l'on a par rapport au dispositif. Ils sont plus engagés dans le dispositif et ils se voient pas vendre dans 5 ans. Non, pour eux, c'est l'acquisition plus sur 10 ans, 15 ans. Et ça, c'est un nouveau discours que l'on n'entendait pas avec la location-accession ou l'accession classique. Donc ça, c'est une vraie nouveauté pour nous par rapport au retour des acquéreurs. C'est bon, Delphine? Oui, c'est bon. Ok. Merci. Bravo pour la Je suis dans le clarté, timing. me semble-t-il, de l'exposé et le timing. Tellement bravo qu'on peut peut-être essayer de répondre déjà à deux questions qui sont arrivées. La première étant sur les conditions de revente. Tu as parlé d'une revente encadrée, d'une plus-value limitée. Oui. Comment ça marche et pendant combien de temps? C'est peut-être la première question. Alors pendant combien de temps? Pendant en fait toute la durée, dès la première revente et à la deuxième revente, à la troisième revente, c'est à vie. Ok. Il n'y a pas de, ça peut être une troisième revente et l'organisme foncier solidaire devra toujours donner son autorisation pour la vente du logement. D'accord, sachant qu'il n'y a jamais de transfert définitif de la partie foncier. Exactement. OK. Et comment marche ce plafonnement? C'est au doigt mouillé, c'est vous, c'est l'OFS Non. qui le fixe, c'est la loi, Alors, c'est. Alors, chaque organisme foncier solidaire fonctionne différemment. Je tiens à le préciser parce que ça sera peut-être pas la même chose chez Alpizer Habitat. Mais nous, déjà, on fait attention au prix de vente que l'on pratique, pour pas mettre en difficulté l'acquéreur, pour qu'il puisse le revendre le plus facilement possible. Et sur le plafonnement, on a un indice particulier plus tous les travaux engagés par l'acquéreur sur facture. C'est-à-dire la cuisine, on le prend en compte dans le calcul du prix de vente. Et après, c'est le notaire et nous, un commercial qui aidons l'acquéreur à faire une estimation de ce logement. OK, merci. Je pense que ça nous répond. Peut-être, Anissa, toi, tu aurais la réponse à la question sur les zones, à défaut de pouvoir afficher une carte. Je ne suis pas sûr qu'on ait ça, Ah, mais les zones B1, B2C, les zones B1, c'est ça la question, Jean-François? oui, oui, c'est ça. C'est ça. Les zones B1, c'est zones tendues, c'est-à-dire où il y a une forte pression de demande de logement. Et Et B2 et C, localement, chez nous, ça ça concerne quoi? correspond à toutes les communes de l'agglomération. Sur la métropole, il y a Voiron, toutes les communes où il y a une forte demande. Et sur B2 et C, c'est les communes détendues. On a par exemple Vinay, on a les Abrais, enfin toutes les communes où on a où il y a moins de demandes de logements. Ok, merci. On va s'arrêter là sur ces questions-là pour l'instant. Il y a une question, oui, il y a une limite de revenus pour bénéficier du BRS. Les plafonds de ressources vous ont été donnés, Oui, donc je ne reviens pas là-dessus. On va passer, excusez-moi, on ne répond pas à toutes les questions, mais il y a des réponses qui vont venir par la suite, donc c'est pour ça que je poursuis. On va poursuivre sur notre deuxième intervention. On a une petite vidéo qui doit vous venir d'une opération, pour vous présenter une opération de crawl. Donc une vidéo avec notamment l'intervention de Marc Lisère, adjoint à la mairie de Crolles, et un complément par rapport à ça de Virginie Tardieu qui viendra par la suite, Virginie Tardieu d'Alpizer Habitat. Voilà, je laisse partir le film. Très bien, je lance. Depuis de nombreuses années engagé afin de favoriser le problème. logement pour tous. Ce but, l'écoquartier a vu le jour avec une mixité d'opérations afin de favoriser aussi la mixité sociale dans ce quartier. Le premier projet de bail réel solidaire a vu le jour en 2022. La commune de Crolles était un précurseur car ce fut la première opération en Isère.
Devant l'intérêt de ce dispositif, la commune a poursuivi ses engagements et permis la réalisation de 2 programmes neufs en cours de livraison et autorisé la vente de 23 logements sociaux. Le village a bien entendu aux côtés de ses partenaires, en communiquant sur l'intérêt et le fonctionnement de ce dispositif, avec un réel engagement financier, en assurant la garantie d'emprunt des différents programmes et en permettant des conditions d'achat très spécifiques. Favoriser le développement du bail réel solidaire relève d'une véritable volonté politique, car cela répond aux besoins des habitants, en permettant aux ménages les plus modestes, soit des entendus ou le foncier est cher, de pouvoir accéder à la propriété. Pour notre commune, c'est un atout d'avoir des logements durablement abordés. C'est bon, merci. J'espère que vous avez mieux entendu que moi, parce que moi, heureusement que j'ai eu le son hier, parce que c'était pas très bon de mon côté. Donc, Virginie, tu vas compléter par rapport à ça. Moi, ce que j'ai déjà entendu et retenu, c'était une implication quand même relativement importante, me semble-t-il, de la ville de Crolles, puisqu'elle vous aurait cédé le foncier, si j'ai bien suivi. Je te laisse poursuivre. Merci. Tu mets le son, Virginie, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Alors peut-être, Anissa, on peut inverser les diapositives et puis d'abord évoquer, merci, d'abord évoquer donc ce programme en offre nouvelle en accession sociale BRS sur la commune de Crolles. Donc en effet, ce que disait Marc Isère en introduction, c'est que sur un tellement un peu important à Crolles, où Alpizer Habitat avait déjà du parc locatif social, nous avions engagé en lien avec la commune un vaste projet de démolition-reconstruction qui intégrait bien évidemment une large part de logements locatifs sociaux et qui nous a permis d'envisager également de l'accession sociale. Donc, et sur une partie du terrain des bâtiments de l'accession sociale, voilà, nous avions eu un véritable accompagnement de la commune dans le cadre d'une partie de la cession du foncier, plus ce que évoquait aussi Marc Lisère, c'est-à-dire le fait d'être garant de nos emprunts pour mobiliser ce foncier permettant l'accession sociale. Donc, ce que vous avez vu sur la vidéo, c'est les 2 bâtiments de la petite résidence qu'on a appelé les Bois debout, 11 logements. On a également sur ce site-là un autre bâtiment qu'on a appelé les 4 temps, 9 logements. Donc, ces deux résidences ont été commercialisées à partir de février-mars 2022. Donc, je vous ai mis les prix de vente au mètre carré TTC au mètre carré de surface habitable et le niveau de redevance, qui est également en TTC mètre carré de surface habitable, donc avec un exemple pour un T3. Donc, ce qu'on peut retenir de cette commercialisation qui est considérée comme quasiment achevée, puisque nous n'avions qu'un invendu au moment de la livraison, c'est qu'elle a plutôt été rapide, que l'ensemble, alors pour le coup, hein, sur ce programme-là, l'ensemble des acquéreurs étaient des primo-accédants, que nous avions sur ce programme-là à peu près 4 acquéreurs sortant du parc locatif social, et que pour les autres, on était plutôt sur des cohabitations parentales ou des personnes qui étaient locataires dans le parc locatif privé classique. La caractéristique assez intéressante, c'est l'âge moyen. Voilà, on est vraiment sur un public assez jeune, dont bien évidemment c'est le premier achat. Voilà, et donc on
on était vraiment content d'avoir cette cible-là de clientèle qui correspond exactement aux objectifs du BRS, c'est-à-dire favoriser l'accession sociale à des ménages qui n'auraient pas forcément pu y avoir accès tout de suite ou à ces conditions-là, et puis se dire que que les deux mécanismes leviers du BRS, comme l'a décrit Delphine, c'est-à-dire qui sont un encadrement des prix à la revente et le fait qu'on garantisse dans le temps que les accédants auront toujours à peu près le même profil, c'est vraiment intéressant pour les territoires, voilà, pour les communes et pour nous en tant que bailleurs. Voilà, donc ça, c'est notre programme en offre nouvelle. Mais sur la commune de Crolles, Alpizer Habitat a également fait le choix. Merci Anissa. Alpizer Habitat a également fait le choix de, d'ouvrir à la vente, dans le cadre de la vente de notre patrimoine HLM, une de nos résidences qu'on appelle les Ardillers, une de nos résidences, voilà, cette résidence-là, en bail réel solidaire également. L'idée était de pouvoir appliquer nos principes de d'accession sociale un peu perpétuelle, pas uniquement à l'offre nouvelle, mais également dans le cadre de notre vente de patrimoine. Et donc, c'est ce qu'on a monté comme mécanisme sur cette résidence-là. Donc voilà, on peut pratiquer des prix de vente des logements très compétitifs. Voilà, on est à peu près à 1 400 € du mètre carré de surface habitable, avec une redevance qui est de l'ordre de 1,50 €. Donc là, la redevance, elle n'est pas la même que dans l'offre nouvelle, puisqu'on n'a pas le même type d'accompagnement sur le foncier entre l'offre nouvelle et la vente du patrimoine. Donc cette résidence Les Ardillers a été ouverte à la vente fin 2021. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'achat par des locataires occupants. On a plutôt eu des achats dans le cas des logements libérés qui ensuite sont mis à la vente. Donc, on a réalisé 6 ventes à fin décembre 2023. Donc, parmi ces 6 ventes, il y en a 4 qui étaient primo accédants et puis 4 qui étaient locataires voilà, d'un logement social, mais pas occupants. Ce qu'on peut dire de cette vente en BRS dans le cadre de la vente du patrimoine en comparaison de la commercialisation en offre nouvelle, c'est que c'est un peu plus lent que, pour le neuf, qu'on sent qu'on ne touche pas la même clientèle en vente du patrimoine qu'en offre nouvelle, que dans le cas de la vente du patrimoine, c'est plutôt des gens qui ont des budgets encore un peu plus serrés, qui ont besoin d'être rassurés sur le mécanisme du BRS. L'accompagnement des conseillers commerciaux est plus soutenu, un peu plus, voilà, plus poussé, plus personnalisé. On s'est rendu compte que dans le cadre de la vente du patrimoine, pour que nos biens trouvent preneur et que les gens soient vraiment rassurés dans leur acte d'achat, on n'avait pas affaire forcément à un profil de bricoleur, voilà, qu'on avait besoin de proposer des logements refaits quasiment à neuf. Et ça a contribué à, voilà, à inciter des gens plus modestes, voilà, qui vraiment n'envisageaient pas l'accession immédiatement, voilà, à acheter. Et ce qui est notable, et donc c'est valable pour toutes nos commercialisations en BRS, c'est que le réseau des banques qui accompagne l'achat d'un logement en bail réel solidaire est assez étroit, hein, puisqu'on a uniquement 3 réseaux bancaires pour l'instant en Isère qui accompagnent l'achat en bail réel solidaire. La Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et depuis très peu de temps la Banque Postale. Voilà, sur une présentation très rapide de nos opérations à Merci. Crolles. Peut-être pour ajouter comment pour être sûr que dans le cadre de nos engagements en tant qu'OFS, on est bien sur les objectifs qu'on s'est fixés, on est bien dans ce qui est attendu par le législateur sur le bail réel solidaire. Donc, nous avons mis en place une petite commission, une sous-commission de notre Caléol qui valide et agrée les acquéreurs et qui, chaque année, recommande un système de vérification puisque nous sommes
engagés et nous prévoyons cela dans nos actes d'achat, qu'un achat en BRS doit vraiment être fait pour un achat en résidence principale. Donc chaque année, on contrôle avec l'attestation d'assurance multirisque habitation que les gens qui ont acheté ont bien acheté pour y faire de la résidence principale. Merci Virginie pour le détail de ce cas pratique. Moi, je note déjà, ce sera peut-être une interrogation à voir tout à l'heure, la forte différence, j'ai envie de dire, de locataires du parc social qui sont dans les clients, puisque à la SDH, on avait 60%. Sur la première opération de crawl, c'était 15% à peu près, si j'ai bien retenu. Et juste mais ce serait une minute, Thomas Royer de la mairie de Crolles, si je ne me trompe, est-ce qu'il y a un complément à apporter à l'intervention de Virginie? Il paraît qu'il était là pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreurs qui sont commises. Donc, est-ce que Non, c'est alors, validé? oui, oui, c'est validé, mais alors moi je suis aussi Alpizar Habitat comme Virginie, donc je vais pas pouvoir me porter la voix de la mairie de Crolles, mais voilà, ce qu'a dit Virginie est tout à fait exact, mais voilà, je peux pas parler à la place de la mairie de Crolles. Ok, mais excuse-moi. Pas de souci. Merci. On passe à l'intervention suivante qui est celle de Michael Mollet du Pays Waronnais qui va, lui, recadrer un peu toute cette problématique dans le cadre du renouvellement du PLH. Michael, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc du coup, effectivement, au niveau du Pays Voironnais, on est dans une politique de l'habitat qui est ancienne et on vient de lancer en fait l'élaboration d'un nouveau PLH, notre cinquième. Donc un PLH, c'est un document de planification pour 6 ans. Donc là, on sera sur la période 2025-2031 et on est sur du coup l'obligation en termes de planification de caler des objectifs de construction de logements dans toute la chaîne du logement et de le décliner le plus possible vers un programme d'action et les moyens associés pour réaliser l'ensemble des objectifs et répondre à l'ensemble des besoins. Sur la diapositive, alors juste Pays Voironnais, c'est 31 communes autour de Voiron, voilà. On est un peu moins de 100 000 habitants et on a été sur. Alors, on est dans un contexte en fait qui évolue sur ces dernières années, avec, comme partout en France, alors, on a gagné des habitants sur les dernières années, mais on est sur une croissance démographique, comme partout en France, qui est en perte de vitesse. Pour les raisons qu'on connaît tous. Voilà. On est la natalité, les décès, etc. Sur la diapositive suivante, on peut voir qu'on a eu sur les dernières années dans le Voironnais en fait des périodes de production importantes de logements. Alors ça, c'était sur la période 2017-2022 par exemple, on voit qu'on est sur une période sur une production de logements, alors tout confondu, de plus de 600 logements par an, qui correspondait en fait aux objectifs qu'on s'était fixés en fait au sein avec les communes du Pays Mornais dans la politique d'urbanisme, sur du coup une production qui était aussi essentiellement centrée sur les villes du Voironnais, Voiron, Voreppe, Tulin par exemple, Moiran, Rive, et avec une part importante de logements collectifs. Là, on est quasiment à la moitié, en fait, dans la production récente de logements collectifs. Elle s'est accompagnée avec une part de logement social aussi importante qui correspondait aux objectifs à peu près du PLH qu'on s'est fixé. Le fruit de ces résultats-là était à la fois une politique liée d'urbanisme avec les communes, mais aussi de maîtrise de ZAC, d'aménagement structurant qui ont été définis en fait dans les principales communes. Sur la diapositive suivante, on peut voir alors, voilà, la construction du logement social, alors qui a été essentiellement sur nos villes. On retrouve dans les communes les plus foncées, là où il y a eu la construction de logement social, et on retrouve les villes que j'ai citées, la communauté d'agglo du Pays Voironnais. Néanmoins, dans ce nouveau PLH, on est dans un contexte qui est nouveau, enfin qui est en train d'évoluer, et du coup, il faut qu'on le prenne en compte. Donc, c'est ce qu'on essaye de voir aujourd'hui dans l'étape dans laquelle on est, pour définir en fait les nouveaux besoins et les enjeux de demain,
et comment après on atterrit sur les outils à mettre en place ou à renforcer sur le territoire, avec les opérateurs et avec les financeurs. Alors, on en a parlé, hein, déjà, le tassement démographique, en fait, réinterroge ses besoins en logement. La demande en logement aussi évolue. On est sur, alors ça, c'est aussi des tendances qui sont lourdes, hein, mais avec le vieillissement de la population, des ménages plus petits, et des attentes plus fortes aussi sur la qualité du logement. Notamment, je peux penser aux ascenseurs, aux terrasses. Voilà, donc ça réinterroge toute cette production aussi de logement et les besoins en logement. Et puis, tout un environnement aussi réglementaire ou d'enjeux environnementaux et énergétiques et de lutte contre l'artificialisation des sols qui réinterroge en fait et qui va réinterroger dans les années futures la production du logement. On peut citer l'objectif de zéro artificialisation nette que les communes doivent atteindre à l'objectif 2050. Ça veut dire qu'on ne pourra plus construire en extension urbaine sur du terrain naturel ou voilà, sans le compenser à minima en 2050. Et on a des étapes successives pour réduire cette consommation foncière en lien avec le développement urbain. Haute évolution, hein, c'est l'interdiction progressive des locations des passoires énergétiques, alors qui va s'échelonner, mais qui va à la fois nécessiter des forts besoins de réhabilitation dans le parc existant, mais rendre certainement obsolète un certain nombre de logements et va avoir des impacts sur un parc social aujourd'hui de fait dans le privé qui existe et quelles vont être les conséquences sur un report éventuellement sur les enjeux au niveau du logement social. Et pour finir, peut-être la crise immobilière qu'on connaît aujourd'hui avec des prix immobiliers fonciers très élevés et des difficultés pour construire, l'accès au crédit aussi pour l'accession. Sur la diapositive suivante, on est sur l'étape au niveau du PLH sur la définition des besoins en logement. Donc, on essaye de corréler, en fait, c'est à la fois les hypothèses d'évolution démographique, donc on essaye de les projeter, mais aussi l'évolution des besoins résidentiels, donc la taille des ménages, comme on l'a dit, mais aussi l'accessibilité financière, qui renvoie du coup à quel type de logement on produit, hein, avec toute la chaîne, hein, l'accession libre, l'accession sociale, telle qu'on a parlé, hein, c'est quoi les objectifs de PSLA, de BRS par exemple, mais aussi de logements locatifs sociaux dans toute leur chaîne, PLAI plus PLS. L'évolution de la demande sociale, bien évidemment. Dans le Voironnet, on était jusque-là sur une demande plutôt stable et plutôt avec une tension de la demande un peu en deçà des moyennes départementales. Mais là, très récemment, sur l'année dernière, en fait, nous sommes remontés fortement avec une demande pour un peu plus de trois demandes pardon, pour un logement qui se libère dans le parc social, alors qu'avant, on était en dessous de 3. Donc, qui réinterroge aussi le besoin de mixité. Et l'évolution du parc de logements existants, j'en ai parlé précédemment, quel va être l'avenir d'un certain nombre de logements? Est-ce qu'on pourra tous les réhabiliter? Est-ce que certains, il faudra les démolir puisque du coup, ça n'aura pas de sens et du coup, envisager des opérations de renouvellement urbain plus lourdes? Bien évidemment, les besoins en logement doivent être liés avec l'emploi, comment on répond en fait aux besoins en logement, et avec la mise en capacité, effectivement, et c'est la diapositive suivante, la mise en capacité en fait foncière et immobilière et les obligations réglementaires avec les communes. Donc, je voulais faire un petit focus sur, je ne vais pas revenir sur les prochaines actes qu'on imagine ou voilà, à discuter avec les communes, mais sur une étude qu'on a partagée avec l'agence et le PFL, avec qui on fait le PLH, avec l'agence d'urbanisme, notamment un recensement plus important au niveau de la connaissance, des friches qui sont finalement quelque part essayer de chercher les gisements potentiels de demain. Et donc là, il y a eu un travail sur une identification d'une trentaine de friches. Alors, il y en a qui sont déjà en cours de qualification, qui peuvent représenter des potentiels importants. Alors, il faut encore qu'on précise un peu les potentiels de logement. Toutes
ne seront pas du logement, hein, puisqu'il y en a qui sont en dehors des centres-bourgs, des centres-villes. Mais sur le code couleur, hein, vous ne voyez pas très bien, le bleu, le rouge, par exemple, c'est des friches qui sont plutôt bien placées dans le cœur des centres-bourgs et centres-villes. Donc, on sent bien que là, il faudra avoir une intervention particulière. Autre problématique qui monte, la vacance. Alors, c'était des choses qu'on regardait dans les pélages précédents, mais peut-être un peu moins, et qui peuvent représenter des sources aussi importantes de remise sur le marché de logements. Alors après, il faudra adapter les stratégies, bien évidemment, pour reconquérir en fait et remettre sur le marché ces logements-là. Voilà quelques chiffres, hein. Si on se concentre sur la vacance de plus de 2 ans, dans le Var-Rhônais, on n'est pas loin on est un peu en dessous de 2000 logements, donc ça peut faire quand même un vivier important. Ils sont bien placés puisque la moitié est en centre-bourg. Et si je zoome encore un peu plus, si on prend quelques situations très particulières, l'hypercentre-ville de Tulin, qui est dans un programme qui s'appelle Petite Ville de demain, un logement sur 4 est vacant dans l'hypercentre-ville de Tulin. Donc on voit bien que là, il y a une action forte, alors, qui est déjà en cours, mais qu'il va falloir mener de long terme et collectivement pour remettre sur le marché ces logements et redonner de l'attractivité au centre ancien. Dernière problématique que je souhaitais en exemple mettre un peu en lumière, la question autour des passoires énergétiques. Alors là, on est sur pareil, améliorer la connaissance qu'on avait moins pointé les derniers temps. Et le recensement, là, vous avez tous les petits points, en fait, c'est les passoires énergétiques. Je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais en tout cas, ça peut représenter aussi un vivier d'intervention, alors de logements à réhabiliter, mais aussi peut-être de logements à acquérir pour les démolir dans des opérations peut-être d'ensemble. On peut juste retenir un chiffre, hein, il y a une estimation d'un peu moins de 1000 logements, 900, qui sont des passoires thermiques et qui sont également vacantes. Voilà, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut essayer de continuer à améliorer la connaissance et l'intervention. Peut-être pour finir sur les enjeux à venir. Alors là, on est sur le début du PLH, donc comment on capitalise de la connaissance, comment on définit les besoins en logement. Et puis les enjeux à venir, c'est justement se définir les nouveaux objectifs globaux. Est-ce qu'on reste sur la même trajectoire en termes d'objectifs que le PLH précédent, ou est-ce qu'on est sur des objectifs peut-être un peu plus bas en termes de construction par rapport aux besoins en logement, et quelle part de mixité du logement, en fait, dans toute sa chaîne, l'accession sociale, mais aussi le logement locatif social, pour répondre aux besoins. Que ça soit dans le logement neuf, mais aussi que ça soit dans la mobilisation du parc existant, tel que j'ai pu le préciser précédemment. Croiser avec effectivement quelles seront cette production, que ça soit en renouvellement urbain, en densification, plutôt qu'en extension urbaine. Donc, quels sont ces objectifs qu'on se fixe en termes de limitation au niveau foncier. Bien évidemment, c'est à partager avec les politiques d'urbanisme des communes, les projets aussi des communes, hein, puisqu'on est sur des PLU aussi, le lien avec les PLU chaque commune, et les capacités immobilières et foncières imaginées. Ce qui est déjà engagé sur certaines communes, notamment je pense à Voiron, qui est dans le programme Action Cœur de Ville, et sur des requalifications aussi d'espaces publics en lien avec les logements, avec les commerces, pour retravailler l'attractivité, ou Petite Ville de demain à Tulin. Et puis, décliner après les outils et les moyens pour essayer d'être dans la mise en opérationnalité de ces objectifs-là. Alors, bien évidemment, les moyens financiers, réintervenir dans l'ancien en renouvellement, en réhabilitation lourde, du coup, ça demande des moyens différents, supplémentaires, ça coûte plus cher. L'ingénierie, comment on fait dialoguer le plus en amont possible les financeurs, la stratégie foncière, les communes, les opérateurs, pour que du coup, on est sûr qu'on arrive à sortir financièrement les opérations au prix qu'on souhaite pour le public souhaité. Et bien évidemment, les liens avec les stratégies d'aménagement foncier, d'acquisition. Alors, on peut parler de ZAC, mais aussi des outils plus spécifiques d'intervention dans le parc ancien, les OPA avec toutes leurs déclinaisons de tous les outils. Voilà, j'espère que j'ai tenu à peu près le timing. Ça va.
Merci Michael. Je pense que c'était intéressant d'avoir un zoom justement sur cette logique de PLH et donc de programmation future de ce qui va se passer en matière d'habitat. Moi, ce que j'ai retenu dans les évolutions, d'abord une pression démographique qui est un peu moins forte, donc qui est d'une certaine manière facilite un peu les choses. Même si j'ai bien entendu récemment qu'on n'allait pas en rester là. Une pression sociale, par contre, qui augmente du côté du pays voironnais, et puis des contraintes supplémentaires à intégrer avec la loi ZAN ou la trajectoire ZAN zéro artificialisation nette. Forcément, ça, peut-être sur certains points, complique un peu les choses. Et puis, quid des passoires thermiques, dont il m'a semblé que tu l'évoquais à la fois comme une contrainte, mais aussi peut-être une opportunité pour aller reconquérir et requalifier du logement et reconquérir du centre-ville. Merci. On va passer directement à l'intervention suivante, qui est celle de Rémi Vincent, le directeur général donc, de l'EPFL du Dauphiné, qui va déjà nous préciser un peu le rôle de l'EPFL et un peu comment il intervient au service des collectivités et des EPCI, notamment dans le cadre de leur politique du logement. Je te passe la parole. On y va directement. Et donc après, il y a quelques questions qui sont déjà notées. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à venir nous en rajouter. Merci. Vincent, le micro est coupé. Il faut activer le micro. Ah, c'est bon là? C'est bon? Oui, c'est bon. Tu Oui, peux y c'est aller. bon. Oui, bonjour à tous, excusez-moi. Donc, je suis Vincent Lamy, directeur de l'EPFL du Dauphiné. Pour le PFL du Dauphiné, c'est un établissement qui a maintenant 21 ans, qui a une mission de service public. Je vous la détaillerai un petit peu par la suite. En revanche, c'est un établissement qui est autofinancé par l'impôt et qui a été créé par le législateur pour accompagner les collectivités locales qui adhèrent à l'EPFL dans la mise en œuvre de leur politique publique. Donc, politique publique, c'est bien évidemment l'habitat, tout type de logement possible, mais c'est aussi l'économie, la revitalisation des centralités, la désartificialisation, la renaturation, etc. Aujourd'hui, le PFL, son territoire d'intervention, c'est six intercommunalités. Le Grésivaudan, la métropole de Grenoble, le massif du Vercors, le pays voironnais, la communauté de communes de Bièvre-Est et celle de Saint-Marcelin-Vercors-Isère. Donc, c'est un territoire assez vaste avec des logiques d'intervention et des problématiques habitat qui sont très différentes. Et donc, on adapte notre intervention en fonction des besoins des territoires. Et donc, à partir d'expression des besoins des territoires, on met en place un processus d'intervention qui va de la stratégie foncière, la définition de la stratégie foncière, la mise en œuvre de la stratégie foncière, avec un objectif, c'est de déterminer, de trouver, ce dont parlait aussi Michael Mollet, de trouver des opportunités qui permettent de développer des opérations, en l'occurrence là de logement, mais dans nos axes d'intervention, ça peut être d'autres types de produits. Aujourd'hui, le PFL, c'est pratiquement 200 opérations en cours sur tout le territoire. Et notre modèle économique classique, je disais tout à l'heure, on est autofinancé par l'impôt, c'est qu'en fait, on lève un impôt très spécifique à côté de la fiscalité locale qui s'appelle la taxe spéciale d'équipement. Et cet impôt qui doit correspondre pour un particulier entre 10 et 17 euros par an pour une maison dont il est propriétaire. Cet impôt nous permet d'acheter des biens immobiliers, de les porter pendant quelques années et puis de les revendre par la suite à des porteurs de projets. L'idée étant de ne pas solliciter en fait les finances locales et de passer directement de l'acquisition à la cession à porteur de projet, sans demander aux collectivités locales une participation. En tout cas, c'est l'objectif. On verra après que
notamment en ce qui concerne le logement social, il y a tout le temps une participation de la collectivité. Donc, la mission de l'EPFL consiste, après avoir identifié des opportunités, eh bien, les acquérir. Et là, on a deux types de modèles d'acquisition. Soit on achète à l'amiable, soit on achète par préemption. Et là, c'est une préemption qui est demandée soit par la collectivité locale, soit par le préfet, lorsque nous, dans les communes carencées, où le préfet a délégué le droit de préemption à l'EPFL. Quand on a acheté ces biens-là, on les porte pendant quelques années. Tout dépend le niveau de maturation du projet pour lequel on porte le bien. Il y a des projets de logement, je vous en parlais tout à l'heure, de logements pour lesquels on doit acheter 2, 3, 4 ou 5 propriétés, plus après la déconstruction, et on se retrouve sur des durées de portage qui sont de 5, 7 ans, voire plus. Pendant cette durée de portage, il nous arrive aussi de mettre à disposition les biens avant de les démolir. Et là, on participe notamment en ce moment au plan froid de l'État pour l'accueil d'urgence, mais aussi on peut le mettre à disposition d'associations. On le faisait avec la maîtrise d'œuvre urbaine sociale de la métropole il y a quelques temps, mettre à disposition aussi des logements pour de l'accueil d'urgence de populations en difficulté. Et puis après, dans la mission, l'idée étant de livrer des fonciers prêts à l'emploi à la fin du portage, il nous arrive de déconstruire, de désamianter des biens, et voire même de dépolluer des terrains lorsqu'ils le sont. Et à la fin, on est dans le processus de cession. Et là, la spécificité de l'EPFL, puisqu'il est financé par un impôt, c'est aussi de disposer de moyens financiers qui lui permettent, en fin de parcours, de revendre le foncier en l'adaptant au prix du marché, ou, en ce qui concerne les logements sociaux, en l'adaptant aux capacités contributives des maîtres d'ouvrage de logements sociaux. Et donc, on pratique plusieurs avantages financiers pour ces opérations. En fait, déjà, l'impôt nous permet de financer les frais de structure de l'établissement, donc on ne rafacture pas l'ingénierie produite par l'établissement. On ne facture pas de frais de portage uniquement. On détermine en fait le prix de vente au prix de revient de toutes les dépenses facturées à l'EPFL pendant toute la durée du portage. Et puis à la fin, on participe au déficit foncier. Donc, si je prends un exemple qui va probablement vous parler, mais pour le programme qui est en cours depuis quelques années avec UTPT, aujourd'hui, le PFL a dépensé aux alentours de 14 millions d'euros pour mettre à disposition, sous forme de bail à réhabilitation d'UTPT. Je crois, j'ai fait un recensement en fin de semaine dernière, on était à 124 logements mis à disposition. Donc, UTPT a versé un droit d'entrée, parce qu'on est dans un bail à réhabilitation. Mais la contribution financière directe de l'EPFL, c'est 4 millions d'euros environ. Voilà, donc du coup, c'est cette notion d'adaptation au prix du marché, ou en tout cas à la capacité contributive du projet de logement social, qui fait que le PFL est amené à baisser le prix de vente. Bien évidemment, la compétence logement social étant partagée avec les EPCI ou quelquefois les communes, les EPCI et les communes participent à minima à 50% du financement des déficits pour les opérations de logement social. Donc, par exemple, si je devais donner un exemple d'opération, voilà, on a acheté il y a quelques années 2 terrains dans une commune aujourd'hui déficitaire en logement social. On a démoli 2 maisons individuelles dans un secteur résidentiel. Donc, c'était 2 logements, et aujourd'hui est en cours de construction une opération de 19 logements neufs, donc 100% logement social sur ce terrain. Mais on a d'autres exemples, Michael Mollet en parlait, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour nous de recherche d'opportunités, la détection des immeubles
dans l'ancien et qui ne sont pas aujourd'hui remises aux normes thermiques, mais en tout cas, même visuellement, c'est des bâtiments qui ne sont pas en bon état. Et l'idée est de contacter ces propriétaires avec l'accord des collectivités locales pour envisager l'acquisition de ces biens-là, en sachant que c'est des propriétaires qui ont des difficultés pour les maintenir en état ou qui auront une incapacité de les remettre en état par la suite. Et l'idée étant de remettre ces immeubles sur le marché. Donc, on en a fait un récemment dans le centre de Grenoble, où on a acheté un immeuble de 4 étages avec 8 appartements, je crois. Et on l'a fait en lien direct avec un bailleur. Donc là, on achète le bien, on a juste fait quelques petites interventions parce qu'il y avait de l'amiante à quelques endroits. Et puis, on le porte pendant 2 ans, on le cède à l'organisme de logement social avec un peu d'ingénierie foncière pour lui permettre de ne pas faire d'avance de fonds avant lui-même d'avoir reçu les fonds de ses financeurs traditionnels. Voilà ce que je peux dire très, 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 très rapidement. Voilà. Merci pour cette intervention. Je pense qu'elle est assez complète et très illustrée sur cet outil au service aussi du logement. 2 questions peut-être, moi, qui me viennent moi à l'esprit. Qu'est-ce qui fixe le taux, si c'est comme ça que ça marche, de la taxe spéciale d'équipement? Est-ce que c'est fixé nationalement ou est-ce que c'est fixé localement par EPCI ou choses comme ça? Et éventuellement, qu'est-ce qu'elle rapporte cette taxe annuellement dans votre budget? Voilà, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous, financièrement? Donc cette taxe, elle est encadrée par le législateur avec un ratio qui est que ce que demande le PFL ne peut pas dépasser l'équivalent de 20 € par habitant sur le territoire d'intervention de l'EPFL. Donc, cette taxe, elle est fixée par le conseil d'administration, par l'Assemblée générale de l'établissement public foncier tous les ans, sur proposition du directeur général pour venir financer un budget annuel. En revanche, elle est très loin aujourd'hui de financer à elle seule le programme d'intervention de l'EPFL. En gros, aujourd'hui, on lève une taxe spéciale d'équipement de 12 millions d'euros et on a un niveau d'intervention un peu supérieur à 30 millions d'euros. Donc, c'est fixé tous les ans c'est à l'initiative du conseil d'administration. Donc, on peut dire indirectement, c'est fixé par les collectivités locales, puisque l'essentiel de nos délégués sont des représentants des collectivités locales, donc EPCI, département, région. Voilà, donc on fixe, en fait, on fixe nous-mêmes ce dont on pense avoir besoin. On a juste une limite, ça ne doit pas dépasser un équivalent de 20 € par habitant. Et après, bon, c'est les services fiscaux qui lèvent cet impôt directement. Auprès des 4 taxes locales, la taxe d'habitation pour ce qui en reste, les 2 taxes foncières, produits bâtis, produits bâtis, et la contribution foncière des entreprises qui représente à elle seule entre 50 et 60% de la TSE qui est prélevée. Donc, il y a une grosse contribution des entreprises au financement de l'EPFL. D'accord, merci. Je crois que ça complète bien et parce que moi j'ai trouvé très intéressant d'aller descendre un peu dans le fonctionnement effectivement de l'EPFL et dans ce qu'il peut apporter dans nos politiques du logement social. Merci de l'avoir illustré de manière assez précise. Alors je vais travailler maintenant sur les questions qui nous sont venues. On a une première qui nous demande combien, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, peut-être Delphine ou Virginie, combien il y a d'OFS sur l'Isère, j'ai envie de dire. Est-ce que chaque bailleur a le sien? Je crois qu'il y a un OFS au niveau de la métro. Est-ce qu'il y en a au niveau du Pays Voironnais? Qu'est-ce qui essaie de se lancer, de compléter? Pas d'OFS dans le Pays Voironnais, nous dit Michael. Du côté des bailleurs sociaux, chacun a le sien. Il y en a un sur la métro, je crois.
Virginie? Oui, alors oui, on est donc la SDH est agréée au FS, tout comme donc Alpizer Habitat, GAM Grenoble Métropole a son OFS. Il y a aussi un réseau de coopératives qui a son OFS. Donc c'est Isère Habitat qui le représente en Isère. Pluralis est en train de demander son agrément OFS. Voilà, nous sommes au moins bientôt 5. Merci pour cette première réponse. J'ai une question sur les friches. C'est quoi une friche? Est-ce que c'est déjà bâti ou pas? Je laisse Michael répondre puisqu'il en a pas mal parlé des friches. Bah, oui, c'est déjà bâti et il n'y a plus rien dedans, mais avant, il y avait soit de l'économie, soit de l'habitat. Voilà, donc en fait, il faut réintervenir dessus. Alors, des fois démolir, dépolluer, désamianter, suivant ce qu'il y a pu y avoir comme activité avant. Ou alors faire une réhabilitation lourde. Voilà, ça peut être aussi rendu à la nature, notamment on pense à des installations économiques qui pouvaient être au bord des rivières à un moment et qui, avec les plans de prévention des risques, etc., aujourd'hui ne peuvent plus continuer à s'exercer, par exemple. Alors, Merci. on a aussi des friches hospitalières, hein. Voiron, on en a une très belle. On a aussi des friches conventuelles. On en a quelques-uns. On a des friches touristiques aujourd'hui, des hôtels. On a voilà, des friches économiques, hein, tous les commerces en rez-de-chaussée. Donc, il y a beaucoup de types de friches, mais la définition de base, effectivement, c'est aujourd'hui plutôt un bien qui est inoccupé, généralement pas en très bon état. Mais on est aussi en train de travailler, notamment on teste ça sur le pays voironnais, c'est d'identifier les friches en devenir, c'est-à-dire les biens qu'on voit, on parlait tout à l'heure des immeubles classés F et G, mais si on peut identifier par différents croisements de critères qu'un bien peut être amené, ne sera pas remis en état et peut être amené petit à petit à se dégrader, eh bien voilà, on essaie de les identifier pour pouvoir ne pas attendre que ça devienne réellement une friche, mais intervenir le plus en amont possible. Merci. Anissa, on a une question très précise de Madame Le Goascos. Est-ce que tu pourrais lui donner la parole par hasard? Oui, je le fais de suite. Je te laisse prendre les autres questions le temps que je lui donne la parole. Oui, on avait des questions sur le fait, tout à l'heure, sur le fait qu'il y avait des limites d'âge, des limites de ressources. On l'a précisé, des limites d'âge pour un BRS. Je suppose que c'est Delphine, peut-être peut nous répondre. Je suppose que c'est assez lié à la Au banque. prêt, c'est ça exactement, à l'obtention du prêt. Voilà, donc en fait, c'est la Question banque qui a la bancaire, main. Et donc, j'en profite pour passer la parole à Madame à Laetitia Legault. Cause, c'est pas fait de cadeau, hein, je suis désolé, je suis pas breton, moi, Non, pas mais du c'est tout bien dit, c'est parfait. de ce secteur-là. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Merci. C'est tout bon, merci. Oui, non, c'était vraiment une question par rapport à l'EPFL. Vous précisiez qu'effectivement, vous pouviez accompagner bien sûr les collectivités ou les propriétaires à racheter des immeubles en très très mauvais état, qui ne sont pas entretenus. Malheureusement, sur notre territoire, on a le cas. Vous nous avez bien sûr accompagnés, et heureusement, sur certains immeubles. Sauf qu'on le sait, dans les centres anciens, une fois qu'on a acquis des bâtiments qui sont en très mauvais état, et quand on n'est pas en zone tendue, les bailleurs viennent pas forcément. Et donc, la collectivité garde un bâtiment en lien avec le PFL qui continue de se détériorer et c'est compliqué de trouver un opérateur. Voilà. Donc, je sais qu'il y avait des choses qui avaient été envisagées à une époque. Est-ce que vous continuez de réfléchir à aller vers ce sens ou pas? Merci. Oui, oui, bien évidemment, parce que l'idée avant d'acheter, c'est d'avoir une idée de ce qu'on peut faire de l'immeuble et surtout de tout de suite travailler avec des opérateurs qui seront susceptibles de le racheter. Donc, il se trouve qu'on a des immeubles qu'on a pu acheter il y a quelques années et qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. On a quand même des secteurs où il y a des opérateurs qui peuvent intervenir et des secteurs où on peine à trouver des opérateurs, y compris des investisseurs privés. Donc, voilà, on réfléchit à des dispositifs qui permettent, sans peut-être passer par l'OFS, parce qu'il faut aussi mais des systèmes de foncières qui vont permettre d'amortir en fait un prix de revient de l'immeuble qui est bien trop supérieur à ce que pourraient racheter même des particuliers.
Donc, on a aujourd'hui deux types d'opérateurs. Soit on a des opérateurs publics et l'OFS en un, mais on a d'autres foncières qui existent aujourd'hui qui peuvent intervenir. Et puis, on a des opérateurs privés, type marchand de biens, à qui on peut proposer des baux amphithéotiques, des baux à réhabilitation avec une durée d'amortissement qui serait au minimum de 18 ans. Voilà, on travaille sur des hypothèses comme celle-ci, mais voilà, dans certains endroits, on a une toute petite commune comme à Flachère, par exemple, au nord de notre territoire, où voilà, on a trouvé un commerçant pour reprendre le rez-de-chaussée. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver d'opérateur pour prendre les logements à l'étage. Et pourtant, la mairie nous dit qu'il y a quand même quelques demandes. On pourrait trouver des demandeurs. Mais voilà, il faut trouver le modèle économique aujourd'hui et les opérateurs qui nous accompagnent pour refaire ce logement. Mais ça, c'est vraiment un changement aujourd'hui de paradigme. On pensait, je pense, il y a encore quelques années, que tout se vendait facilement et ce n'est plus le cas. Merci. On va arriver vers la fin du séminaire. Je note une demande bien opportuniste, je vais dire au bon sens du terme, de l'association Robin et toi, qui rappelle à M. Rémy qu'elle voudrait bien le rencontrer ou je ne sais pas quoi, ou avoir des réponses. Donc, je vous laisse régler ça entre vous. Peut-être pour, avant de terminer, de conclure complètement, je ne sais pas si Philippe Cardin est encore là, si on peut lui donner la parole 2 minutes à Nissa. Il évoque une opération à Mélan. Je pense que ça vaut le coup si Philippe s'engage à être bref, qui nous en parle en Vraiment 2 minutes, si possible. Philippe Carnat, ça te va? Non, mais j'ai rien à ajouter, vous m'entendez? Oui. J'ai juste donné cet exemple parce que je pense qu'il est intéressant. On a parlé du fait que la commune ou le PCI doit s'engager dans le terme de BRS et je voulais juste donner un exemple. Bon, c'était pas un programme c'est un programme qui a été rattrapé, on va dire, donc, mais la subvention communale est de l'ordre de 30 kg € quand même par BRS, donc c'est pas négligeable. Je n'ai pas vu passer de chiffres sur ce sujet dans la présentation, donc je voulais donner juste cet exemple. Voilà. Et merci pour la qualité du webinaire. Merci, voilà, comme ça nous emmène directement vers la conclusion. Je pense qu'on a à peu près répondu à l'ensemble des questions. On va donc en terminer là. Moi, je voudrais remercier nos intervenants parce que c'était un exercice un peu compliqué. Ils ont eu le mérite de nous apporter quelques acronymes complémentaires auxquels il va falloir s'habituer. Il en manquait quand même un peu dans la production de logements sociaux. Mais je pense qu'on a pu voir comment tout ça peut amener d'une certaine manière à produire plus à certains endroits et à fluidifier un peu plus peut-être la chaîne du parcours résidentiel. Je crois que c'était intéressant de l'évoquer. Merci à vous, c'était pas facile, on est quasiment dans les délais, donc c'est bien. Merci aussi à Anissa Jiwan, grande cheville ouvrière de ce webinaire et de l'ensemble des webinaires, des 4e rencontres d'un toit pour tous. Merci à tous les participants assez fidèles tout au long de notre rencontre. Je suis toujours les pistes, les nombres de personnes qui sont avec nous. Et puis, je vous rappelle les prochains rendez-vous. Moi, je commence par celui-là, le 21, dimanche, si vous avez envie d'aller vous balader un peu du côté de Grenoble. Il y a donc une manifestation contre la loi immigration, pour faire simple. La semaine prochaine, vous aurez à la même heure un webinaire sur le flux des logements sociaux qui a tendance à se tarir. Et puis, je vous rappelle la conférence débat du 1er février. Il restait quelques places pour s'inscrire. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, ça va être compliqué. Alors, dépêchez-vous, il en reste quelques-unes. Et ce n'est pas du commercial que je fais avec vous. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain webinaire d'un toit pour tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.